Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Dimitri de la chaîne Crypto Paradise Consulting. Cette fois, je n'ai pas oublié le consulting. Très important. Parce que si on met Crypto Paradise tout court, on en trouve d'autres. Ouais, effectivement. Et qui est allé à Dubaï dernièrement? Alors, le nom de l'événement, rappelle-le-moi, s'il te plaît. Non, il y en avait Il y plusieurs. en avait plusieurs. Il y avait une première conférence qui était AIBC. Il y a eu une deuxième qui était la World Blockchain Summit, qui est organisée alors, quasiment tous les mois ou tous les 2 mois par Trescon. Et puis la plus belle pour moi, qui était celle sur laquelle on a terminé, qui est la Binance Week, Ah, oui. où là, d'ailleurs, j'ai des images, peut-être je te les enverrai, tu pourras les coller dans ta vidéo, avec le monde. Ah oui. Impressionnant, impressionnant. Très très bel événement avec des pitchs incroyables, etc. On en reparlera justement. Ok, très bien. Et du coup, bon, bah voilà, je demandais à Dimitri à ce qu'on se fasse une petite vidéo ensemble pour qu'il nous fasse un retour d'expérience de ces différents événements, de ce passage à Dubaï Ouais, qui accueille pas mal de choses au niveau crypto, autour de la blockchain, ouais, beaucoup de projets. ouais. Et alors, déjà, quel a été ton ressenti global par rapport à ces différentes expériences, rencontres, l'énergie que tu as pu ressentir au sein de ces différents événements? Alors, moi, ça doit être la 5e fois que je me rends à Dubaï en, disons, 5 ans. Donc, j'ai vu évoluer le lieu d'une façon incroyable. En tout cas, pour ce qui concerne la blockchain et la crypto. Il y a 5 ans, clairement, alors d'abord, d'un point de vue juste culturel, Dubaï était beaucoup plus sévère, je dirais, sur l'aspect religieux. Mhm. Même il y a 5 ans, hein, où se promener pour une femme les épaules nues, c'était pas possible partout, etc. Ah Bon, oui, c'était pas, d'accord. ouais, c'était pas violent non plus, mais il y avait quand même une espèce de. Non, c'était pas violent non plus, je ne vais pas exagérer, il y avait quand même un sacré mélange. Mais honnêtement, par rapport à aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien. Et pour vous donner un exemple, c'était inimaginable il y a 5 ans d'aller sur une plage publique. Il n'y avait que dans les hôtels fermés que vous pouviez consommer de l'alcool et dans des restaurants bien spécifiques. D'accord. Aujourd'hui, c'est partout. Ah ouais. Ah, et c'est Ah partout. oui, en 5 ans, c'est un sacré Ah changement non, quand même. c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Je veux dire, les nouvelles plages, là, ils ont ouvert tout un truc qui est près de Palm. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, il y a Palm Island, là, où il y a une grande artère qui monte jusqu'à Palm. Tu as déjà été, non, Non, peut-être? du tout. C'est une de mes destinations Ouais, il faut y qui est aller. prévue. Il Ouais. faut y aller, très facile depuis Maurice d'ailleurs. Un Mhm. petit vol finalement de 6 heures. À Maurice, 6 Effectivement, heures de vol, c'est un petit vol, on c'est va vrai. dire. Et on est à Dubaï tout de suite. Et donc à cet endroit-là, il y a un endroit qui s'appelle West Beach où ils ont construit, hein, à la Dubaïote, hein, c'est-à-dire ils ont fait des plages totalement artificielles, mais qui sont finalement très belles avec des bars. Et là, honnêtement, hein, vous êtes sur la côte d'Azur française, c'est pareil, hein, ça boit, Ouais. les filles sont en string, etc. Non, c'est très étonnant. Beaucoup d'influenceuses, il y en a partout. Mm. Je vois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui habitent là-bas maintenant. Et donc ça se filme dans des poses pas possibles le jour de la mer. Enfin, donc oui, Dubaï a quand même Folklore beaucoup échoué. local, Ça en quelque déjà, sorte. déjà sur cet aspect-là, c'est sûr que ça a beaucoup évolué. Maintenant, moi j'y suis allé. Donc il faut savoir qu'il y a 3 ans, la crypto, ils en avaient, je dirais, quasiment jamais entendu parler, hein. Vous parliez crypto à Dubaï, ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc tout s'est fait en 2 ans, et en 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est là où je tire mon chapeau à Dubaï, quoi, hein, et les gars qui gèrent cet endroit sont des visionnaires, parce que non seulement ce qu'ils ont réussi à construire, c'est bluffant, hein. Dubaï, c'est bluffant. Vous y passez même 3 4 jours, vous êtes bluffé. C'est incroyable. Un peu à la Las Vegas, Ouais, hein. ouais, avec un côté, ouais, ouais, un peu à la Las Vegas, on peut le dire. Peut-être, évidemment, il n'y a pas encore les jeux. Je sais que les jeux arrivent à Dubaï, donc ça, vous voyez, ça va être encore une étape supplémentaire. Ils vont ouvrir des casinos à Dubaï, ça c'est prévu. Donc oui, on est en train d'y aller tout droit. Maintenant, un peu à la Las Vegas, en plus grand, Mm. beaucoup plus fou. Ah oui. Dire que l'architecture, elle est incroyable. Moi, j'ai fait un truc à Dubaï quand j'y étais en octobre, qui était Deep Dubaï. On plonge dans un trou. euh, c'est incroyable. On plonge dans un trou et vous êtes dans une expérience d'apesanteur. Donc, c'est-à-dire que comme on est dans l'eau avec masque et bouteille, Oui, oui, d'accord. avec bouteille, hein, donc c'est pour les plongeurs, mais moi qui suis plongeur, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire j'ai joué au billard sous l'eau,
On a des vitres avec des gens qui boivent des cafés de l'autre côté, vous leur faites coucou. On a joué au billard, on s'installe sur un canapé où on regarde une télévision où il y a CNN. Vous avez une cabine téléphonique, vous téléphonez. Enfin, tout ça, c'est évidemment, mais c'est pour vous faire prendre conscience de ce que peut être la vie en apesanteur. J'avais l'impression d'être dans un. Plutôt, au lieu de plonger, on avait l'impression d'être dans une station spatiale, quoi, hein, en train de voir ce que c'était. Donc, j'ai un souvenir où on a joué au billard et au baby-foot sous l'eau. Quelle rigolade avec les bouteilles. Tu peux te parler du coup? Non. Juste on fait des signes. Mais c'était très drôle. Ça s'appelle Deep Dubai, vous voyez. Typiquement le genre de délire qui se font à Dubaï. Là, j'y suis retourné, j'ai voulu aller voir le musée du futur dont tout le monde parle. Je ne sais pas si vous avez vu cette architecture incroyable. Il n'y a pas un angle dans le bâtiment. Pas un. Ah ouais. C'est que rond. Alors c'est impressionnant avec des salles. Ça s'appelle le musée du futur. Donc c'est pas du tout un musée pour voir des œuvres du passé, c'est un musée pour le futur. Et là, je m'étais promis d'y aller. Je vais sur Internet, 1 mois et demi d'attente pour. Ah oui. Donc c'est mort, j'ai pas pu y aller. Donc voilà, hein, Dubaï, prenez vos il faut prendre son avance parce que là, c'était rempli de monde. C'est beaucoup de gens. Alors, pour revenir sur notre sujet crypto, moi, quand j'y suis allé en octobre dernier, c'était la première fois que j'y allais clairement pour faire des conférences crypto. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'en ai beaucoup parlé. J'ai fait beaucoup de vidéos sur place. J'en ai fait moins ce coup-ci, pour dire la vérité, j'en ai fait une seule. Donc en octobre, j'avais été absolument bluffé par les projets. Je suis revenu avec, en me rendant compte, en fait, pour faire simple, que Dubaï était devenue la capitale de la crypto mondiale, réellement. Hein. Alors, je suis pas. C'est vrai qu'il y a la Floride, Miami, je sais qu'on en parle beaucoup. Maintenant, le Salvador qui a adopté le Bitcoin, etc. Je ne suis pas du tout sûr qu'on trouve le même type d'énergie et le même type d'engouement sur les projets et surtout le même niveau d'investissement parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à Dubaï. Et donc, se rencontre, c'est un lieu parfait pour se faire rencontrer les porteurs de projets, quels qu'ils soient, et Dieu sait qu'il y en a, et évidemment les investisseurs de l'autre côté, donc des VC qui sont là et qui sont des investisseurs. Mais d'ailleurs, autant il va y avoir des gros VC et des gens très très structurés au niveau capital risque, autant il y a aussi tout un tas d'individus qui peuvent être comme moi et qui sont juste intéressés parce qu'ils ont un fonds qui gèrent eux-mêmes et qui peuvent être intéressés pour investir dans des projets divers. Donc, lieu parfait pour ça, une ville somptueuse, un niveau de service et de la restauration, les hôtels, tout est splendide. Tout est splendide. Il n'y a pas à dire, on passe à un autre niveau. Donc évidemment, quand j'étais revenu en octobre la dernière fois, j'étais revenu avec... j'ai vu tellement de projets extraordinaires, j'ai senti une énergie tellement dingue qu'on revient, on est boosté réellement. Hein, et on se rend compte que... Alors, je ne vais pas parler de Maurice, mais que l'Europe est loin. Quoi, hein. L'Europe, si vous voulez, là-bas, ce qui se passe en Europe, on s'en fout complètement. C'est le vieux continent, exactement. Ouais. Complètement laissé pour compte. Et à Dubaï, il y a une telle énergie. À la traîne, complet. Et ça va au-delà des cryptos. Hein. C'est même surtout. Hein, ça foisonne. Complètement d'accord. Hein. Ouais. Non, ça va vraiment surtout. Et quand on est à Dubaï, on se rend compte qu'il y a vraiment une énergie et quelque chose qu'on ne va pas retrouver en Europe. C'est fini. L'Europe, c'est fini par rapport à ça. Les gens sont passés à un autre niveau. Voilà. Alors, sur ce coup-ci, là, mon retour, là, j'y suis retourné donc là, il y a 10 jours. Enfin, la semaine dernière, je suis revenu il y a 5 jours. Et la différence, oui, je reviens avec un sentiment un peu différent. Alors, qui est évidemment lié à moi, hein, donc c'est pas forcément une vérité comme ça, mais le fait est que là, j'ai vu beaucoup de pitch, beaucoup de projets se succéder. On a été le premier événement AIBC dont je vous parlais. Il y avait au moins 150 stands avec chacun qui présentait. Oui, c'était énorme, hein, énorme. Et beaucoup de conférences, dont une, d'ailleurs, on va peut-être en parler après. J'ai vu le représentant de BSV, pour ceux qui se souviennent du Bitcoin Satoshi Vision, qui existe encore. Pour moi, il avait disparu, vous voyez, et là, je vois arriver sur scène un Vietnamien, d'ailleurs, qui est devenu, je crois, le porte-parole de BSV. Franchement, en une demi-heure, il a fait un speech très, très intéressant. Voilà pour la parenthèse. Mais donc, autant on voit des choses très intéressantes, autant sur la globalité des projets que j'ai vus, mon sentiment
et qu'on est quand même dans une période qui ressemble fortement à la période de la bulle Internet des années 2000. Tu Et où, comparerais avec tu vois, à quel moment de la bulle? Genre, bah juste avant là, l'éclatement, c'est difficile à dire, là, difficile à dire. Je pense pas qu'on avant soit, que ça parte en mode ouais, parabolique. ouais, peut-être, Hmm. peut-être, peut-être on est à un moment donné où on n'a pas encore vu je dirais le haut du mouvement. Donc, mais là-dessus, moi, le timing, c'est difficile à dire, hein, mais je ne serais pas étonné qu'on ait encore une belle explosion, un beau feu d'artifice avant quand même qu'il y ait ouais, 95% de ces projets-là qui vont pas faire long feu. Alors, ce qui est surprenant à Dubaï, c'est que vous avez des projets vraiment où moi-même je me dis, mais ils vont lever de l'argent avec ça. Et oui, ils lèvent de l'argent. Et les millions pleuvent. Donc quand même, donc malgré tout, il y en a qui y croient. Et moi, quand je vois des gens investir sur des projets comme ça, on peut se dire, bon, bah, les gens sont pas fous quand même. Hein, mais bon, évidemment, il y en a aussi qui ont des stratégies plus de diversifier à mort et qui vont donc peut-être prendre des risques qui vont paraître importants pour des gens comme nous, mais qui, s'ils le font divisé par 100, bon, bah, Oui, voilà. Si effectivement tu vises un fois 1000 et que tu divises par 100, bon, bah, bon. Il en faut un. Voilà. Exactement. Alors oui, voilà, donc je reviens avec ce sentiment un petit peu plus mitigé sur le nombre de projets, notamment une chose qui est sûre, hein, c'est que j'ai vu des pitchs, je sais qu'ils existent déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà des compagnies, des projets crypto qui se font exactement sur le même type de problématique à résoudre. Donc quand vous l'avez 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment donné, vous dites obligatoirement, alors c'est beau la concurrence, mais obligatoirement, il y en a un qui va, si encore ce projet devient un projet viable, il n'y en aura qu'un. Je vois mal sur chaque business model en avoir comme ça 3-4. Ça veut dire qu'on a 70-80% de tout ça qui finira. Il y en aura un au final, voilà. effectivement. Voilà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas générer de l'argent. Ah, là, oui. c'est mon côté spéculateur qui prend le pas. Hein. De générer de l'argent justement lors de la hype, quand tout le monde est. Et puis qu'il y a tous les petits porteurs qui arrivent et qui vont se faire défoncer, qui vont se faire bouffer. Bien sûr. Bon, on a fait une petite coupure coup de téléphone. Désolé pour cette petite coupure. On reprend. On parlait effectivement de la possibilité de quand même, sur ces projets, de générer de l'argent, avec bon, le fait qu'il y aura surtout une minorité qui va vraiment en ressortir gagnant. Quoi. Ouais. Mais il y a des choses à faire. Et un parfum donc de beaucoup d'argent déversé. Ouais. Mais ça, c'est global. Hein. C'est global, exactement. Beaucoup d'argent de partout. Quoi. Les gens, ils se savent quoi en foutre. Quoi. De toute façon, on l'a vu, c'est plus où le mettre. La masse monétaire elle a doublé, c'est ça, aux États-Unis, hein, en 2 ans. J'ai vu un chiffre, mais alors du coup, là, j'ai un petit doute où ça aurait encore augmenté dans les 6 derniers mois de je ne sais plus combien de pourcents par rapport déjà au. Ça ne m'étonnerait pas, hein, mais. De toute façon, maintenant, voilà, on sait, on est dans un système où maintenant, de toute façon, toute liquidité, elle cherche du rendement. Le rendement, on ne peut plus le trouver dans des, je dirais, des moyens assez traditionnels, puisqu'il n'y en a plus. Et du coup, obligatoirement, vous allez le chercher en allant sur des choses qui peuvent paraître plus risquées, mais la crypto, c'est sûr que si vous allez sur tous ces petits projets, vous allez prendre des risques. Maintenant, il y a des moyens. Moi, je suis beaucoup plus traditionnel dans mon approche de gestion de fonds, et je gère ça, moi, à titre personnel, j'accorde que un tout petit pourcentage à ce genre de nouveaux projets. Néanmoins, il y en a. Je peux d'ailleurs, on peut parler de quelques-uns. J'ai mentionné BSV. Oui. J'ai mentionné, il y en a un autre que je vais vous mentionner qui est le voilà, il y a le QANX. Il y a deux, le Quantive, c'est une crypto qui va permettre de faire face aux problématiques liées au quantum computing, hein, qui est cette chose qui pourrait. Le spectre qui revient régulièrement. Attention, ça va détruire le Bitcoin. Ça va détruire le Bitcoin. Voilà. Donc, alors, je peux vous parler de ces deux choses-là. Ça fait partie des choses que j'ai retenues. Le BSV, pourquoi? Parce que pour moi, le BSV était mort. Le gars arrive sur scène et nous explique un petit peu où est-ce qu'on en est avec le BSV. Et en gros, que c'est pas du tout mort. Rappelle-moi, le BSV, c'est un fork du Bitcoin Gold. C'est ça? Du Bitcoin Cash.
Bitcoin Cash, pardon. Ouais. Oui, Bitcoin Gold, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Voilà, ouais. C'est encore Donc autre on a chose. le Bitcoin, puis le Bitcoin Cash, puis le Bitcoin SV, Satoshi Vision. Satoshi Vision. Alors, il y a eu toute l'histoire derrière. En fait, ce qui s'est passé avec Satoshi Vision, c'est que vous aviez Greg Wright, là. Je ne sais pas si tu avais suivi les frasques. tribulations. Ouais. Alors, il a tout à coup annoncé, mais c'était il y a 2 ans déjà, il y a à peu près 2 ans qu'il a annoncé qu'il était Satoshi. C'est parti dans des procès. Alors, moi, je n'ai pas suivi ça d'hyper près. Tout ce que je sais, c'est que la communauté, dans sa très grande majorité, a dit que c'était un fumiste. Un fumiste voilà. Mais il semble quand même qu'il ait été là au début, c'est-à-dire qu'il a participé obligatoirement. Ça, c'est quasi certain. La genèse. Ouais. Donc après, que ce soit lui, Satoshi, voilà. Maintenant, est-ce que Satoshi, c'est vraiment une personne? Ça, c'est déjà quelque chose que je mets en doute. Je pense qu'ils étaient nombreux au départ, mais bon. Après, on n'en sait rien. Alors, pourquoi je vous parle de BSV? Parce que quand il est venu sur scène, ce Vietnamien, pour nous parler de BSV, il nous a refait un peu le descriptif de ce qu'était BSV. Alors évidemment, il a vendu sa sauce, mais en nous expliquant que réellement, le problème du Bitcoin, c'est qu'il ne permettait pas, avec la taille des blocs aujourd'hui, une taille de bloc sur le Bitcoin, c'est 1 méga. Donc le problème, c'est que ça ne permet pas d'avoir énormément d'informations dans les blocs. Et ça fait qu'en plus, les blocs sont relativement, enfin aujourd'hui, c'est relativement coûteux de miner un bloc. Et puis, ce qu'a choisi BSV Satoshi Vision, il a repris le white paper. Alors ça, mais ça, c'est sa formulation. Moi, après, je pourrais vous dire pourquoi je pense que c'est pas forcément le cas. Mais dans la formulation du white paper de Satoshi, effectivement, il est écrit que le but du Bitcoin, c'était de créer un système peer-to-peer pour permettre aux gens d'échanger très facilement cette monnaie. Il est vrai qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il faut être honnête, le vrai Bitcoin, on va avoir du mal à faire des échanges permanents pour acheter des cafés, ou etc. On a... Maintenant, il y a le Lightning. Voilà, le Lightning. Non, voilà, donc on est obligé de s'appuyer sur d'autres technologies. Le wrap Bitcoin, au final, qui est adossé, parce que bon, on en vient avec un truc, moi, qui me semblait assez clair il y a de ça 2 ans, c'est que bon, ben, tu as le Bitcoin, et puis en fait, tu vas avoir des choses qui vont venir s'adosser au Bitcoin. Ça s'avère comme le gold. Des layers. Voilà, on les garde dans des coffres, et puis on a des choses qui sont adossées à l'or. Donc, bon, je te laisse continuer, mais cette histoire de gros blocs, etc. Ouais, mais non, c'est un faux problème. Voilà. En fait, bon, Cédric, tu viens de répondre en fait aux questions, c'est exactement ça. Mais il a quand même passé une demi-heure à nous expliquer qu'en augmentant la taille des blocs, alors là, accrochez-vous, les blocs maintenant chez BSV, ils sont passés maintenant à 4 gigas. Alors, 4 gigas un bloc. Alors oui, ça permet d'avoir des blocs qui coûtent quasiment plus rien, c'est-à-dire ça coûte vraiment plus rien de faire des transactions. En revanche, là où on a rigolé, j'étais avec un copain, et puis on écoute, je dis mais c'est quand même incroyable ce qu'il est en train de nous raconter. Et puis il me dit oui, mais maintenant viens, on regarde, et on a pris nos téléphones et on a regardé tout simplement combien il y a de nodes, c'est-à-dire de nœuds de réseau chez le Bitcoin et chez Bitcoin SV. Alors vous allez, bon, chez Bitcoin évidemment il y en a des milliers et des milliers, voire des dizaines de milliers. Chez BSV il y en a 33. Ouais. Pourquoi? Parce que allez vous amuser à mettre à avoir un nœud, si vous voulez, où vous avez des machines qui vont être capables de vous recopier des blocs de 4 gigas. Enfin, vous imaginez. Ouais, il faut beaucoup de place. Voilà. Donc, voilà le problème. Donc, exactement ce que tu viens d'évoquer tout à l'heure. Le problème, c'est que se focusser et prétendre que la vision de Satoshi, c'était celle-là, c'est déjà en soi, je ne dis pas que c'est un mensonge, mais c'est une interprétation qui n'est pas du tout forcément celle qu'avait Satoshi. Et prétendre qu'on détient comme ça la vision de Satoshi est déjà en soi un petit peu... On rentre un peu, moi je suis toujours frileux quand on rentre un peu dans des côtés sectaires. Voilà, sectaire, c'est ça, un peu religieux, quoi. Quand on peut l'avoir aussi dans certaines croyances, il y a certains mots qu'il ne faut pas prononcer sur YouTube, quoi, mais des choses qui se sont passées sur ces 2 dernières années, sur certains remèdes, on va dire, où il y a vraiment, ah non, c'est ça la solution ultime, il n'y a rien d'autre, voilà. Quand on rentre dans ce genre de choses, c'est jamais très bon signe. C'est pas très bon signe. Après, voilà, pour être tout à fait honnête, la deuxième partie de sa conférence, donc la première partie, c'était de nous expliquer tout ça, c'était très bien fait. Je vais être honnête, c'était très bien fait. C'était assez bien fait. C'est-à-dire ça. Du coup, j'ai regardé.
Très bon orateur, très belle présentation. J'ai regardé le cours du BSV pendant qu'il parlait. Je dis, mais est-ce que le BSV existe encore? Parce que pour moi, il est... Et oui, il est encore là. Hein. Il est dans les, je sais pas, peut-être 20e ou 25e Ah oui, quand même. dans la liste. Ouais, ouais. Et il est à 80 $, le BSV. D'accord. C'est vrai qu'il est monté à 400. Bon, 80 $, on est plutôt en bas. Hein, mais bon. Mais après, la deuxième partie, ça a été d'inviter des entreprises qui utilisent BSV pour leur business. Alors là où ça devient intéressant, et là, on a eu un débat qui finalement me semble intéressant, qui est l'idée que BSV en fait devient comme une blockchain privée. Alors qu'est-ce qu'on entend par blockchain privée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez, avec un système de 4 gigas, vous allez avoir une blockchain, comme on l'a vu, où il n'y a que 33 nœuds. Ouais. On peut dire que c'est quasiment un truc privé. Ça veut dire que c'est comme une base de... Finalement, qu'est-ce que c'est une blockchain? C'est une base de données qui est distribuée sur plusieurs serveurs. En gros, hein, je fais ça, hormis le côté techno des blocs, etc. Mais c'est à peu près ça. Si vous avez une base de données distribuée sur 33 serveurs, vous êtes sur un truc qui est quasi privé, mais qui permet quand même d'avoir des transactions façon blockchain, c'est-à-dire avec ce côté transparence, et qui va permettre du coup de satisfaire des besoins, cette fois-ci, d'entreprises bien pointues, bien particulières, dans des domaines bien spécifiques. Et là, du coup, on se dit, bah, finalement, ça fait du sens. Satisfaire par rapport à quoi? À la Alors, rapidité ouais, par rapport à la rapidité et le coût très très faible. D'accord. Donc ça leur permet. Mais BSV se veut maintenant être une blockchain qui va permettre de faire bien d'autres choses que de transactions financières. Donc elle permet, par exemple, ils ont expliqué, il y avait une des entreprises qui était là, Ouais, hein, qui était assise, ouais. et qui expliquait qu'ils se servaient de BSV pour faire ce qu'on appelle du badge, hein, c'est-à-dire quand vous arrivez en tant que, vous savez, quand vous travaillez dans une entreprise et vous badgez, Oui. hein, vous horodatez votre carte, bon, ben, BSV le permet. BSV permet d'horodater, donc vous avez une blockchain qui va permettre d'horodater l'entrée et sortie de tous les gens qui travaillent chez vous, répartis dans le monde entier. Bah ça, là, ça leur sert. Mais j'ai du mal à, ça montre du mal à saisir l'intérêt de la blockchain pour ce genre de choses. Parce que c'est le côté immuable. C'est tout de suite le côté immuable. J'ai vraiment du mal à saisir vraiment l'apport de valeur par rapport à ça. Alors là, je ne vais pas répondre parce que, évidemment, j'ai pas été. Moi, j'ai écouté ça d'une oreille, bien sûr, mais dans le fond, ces questions-là ont été plus ou moins posées. Et l'avantage d'utiliser BSV par rapport à d'autres solutions centralisées classiques, il y en avait. Hein, certainement. Mais voilà. Après, même en termes de concurrence d'autres blockchains, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, quoi. Donc, bon, le Bitcoin SV. Puis, en fait, moi, tu vois, ce genre d'exemple-là, en fait, pour moi, ça décrédibilise le projet, quoi. Parce que on a l'impression d'un POC dans les grosses boîtes, comme on a pu le voir. Moi, je me rappelle, j'étais allé à Paris il y a de ça 2 ans. C'était en octobre-novembre. Blockchain, je sais plus quoi. Et donc, il y avait des boîtes qui venaient, qui expliquaient comment elles expérimentaient la blockchain. Et elles faisaient ce genre de choses, quoi, où il n'y a pas vraiment d'intérêt d'un point de vue valeur ajoutée, mais on met en place de la blockchain, on teste le truc. Il y a aussi l'histoire du traçage, du traçage, par exemple, des viandes. Ou de, ouais, c'est ça. On trace tout. Je sais qu'il y a le... Comment il s'appelait ce coin, d'ailleurs, qui a été VeChain. Oui, peut-être, oui, tout à fait. Ouais, et qui était vraiment sur ces problématiques-là. On trace tout sur la blockchain, ça devient inviolable, etc. Mais quand même, la blockchain peut avoir. Alors là, je fais un peu l'avocat de ce côté-là, c'est qu'elle pourrait avoir quand même des. Par exemple, si on parle cadastre, il est clair qu'un cadastre sur la blockchain, il y a quelque chose qui est quand même intéressant dans le sens où on ne dépend plus d'une autorité centrale. C'est-à-dire, on n'a plus à faire confiance à une autorité centrale pour garder un registre des données, etc. Je suis totalement d'accord. Voilà, là, tu vois, bah, c'est comme toujours, hein, c'est pas tout blanc, tout noir. Non, ça va dépendre du cas pratique. Faire badger les employés. Ah, bon. Le côté, ok, j'ai une traçabilité immuable et tout. Bon, je crois que c'est discutable. Le faire au niveau du cadastre, là, je trouve que c'est un intérêt, effectivement, clairement. Après, il y a l'histoire du coût. Donc, il faut voir aussi combien ça leur coûte de travailler avec BSV par rapport à ce que ça leur coûterait de travailler avec un système, avec une entreprise. Voilà, il y a ça aussi. Sûr, tout est dans le sac, évidemment. Bon, ça, c'est pour BSV. Voyez, je vous parlais de ce projet-là. Je vais vous en parler d'un autre qui m'a pas mal marqué, parce que là, on est carrément allé discuter après avec le fondateur. C'est le Kanx, celui dont je vous parlais, QANX. Je vous dis, regardez, le coin existe. Alors,
Je vous raconterai après, personnellement, ça m'a beaucoup fait rire parce que je me suis rendu compte que j'en avais, je ne le savais même pas. T'as eu un airdrop, c'est ça? En fait, j'ai pas eu un airdrop. J'ai pas mal, avec un copain là, qui est à Maurice d'ailleurs, on a pas mal, on participe à beaucoup de projets sur BSC Pad. D'accord. BSC Pad, c'est un launchpad sur la Binance Smart Chain et avec lequel bon, ça a été très en vogue au tout début de la DeFi, c'est-à-dire début 2021. Donc là, vous achetiez des BSC Pad, ça vous donnait le droit de ensuite investir dans tous les projets. Donc c'est vrai qu'une fois que les projets apparaissent, bah, en fait, c'est des petites sommes hein, que vous pouvez mettre 200, 300, 400 dollars, rarement plus. Mais du coup, ça m'a fait un panel. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce que j'ai. J'en ai de partout, donc ce n'est pas des grosses sommes. Mais il y a quelques projets là-dedans qui pourraient bien être intéressants. Alors là, je ne pensais pas du tout à ce projet-là, et on arrive sur scène ce gars qui nous présente son QANX. Alors il a commencé par nous expliquer que le quantum computing était effectivement, finalement, un grand danger pour le Bitcoin. Alors moi, oui, pareil. Narratif qu'on a déjà entendu. On a déjà entendu. J'ai aussi entendu des gens qui expliquaient, mais laissez tomber, il n'y aura jamais de danger parce que de toute façon, si jamais un jour le quantum computing permet de hacker le Bitcoin va se doter d'outils qui lui permettront de ne plus être attaquable et de contourner le problème. Bon. Donc moi, comme je ne suis pas assez techos pour rentrer là-dedans, mais là, quand même, pareil, première partie de la présentation, il nous explique que non, ce n'est pas une blague du tout, et qu'arrivera un moment où, et il parle même de 2023, donc on parle d'un moment assez proche, dans lequel la technologie Bitcoin devra évoluer. Alors ce qu'il expliquait, c'est que il va se passer, alors d'ailleurs pour moi ça a été très intéressant, parce que c'est ça, je voulais aller lui en parler après, parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que si effectivement ces prédictions arrivent et que le quantum computing commence à mettre en danger, je dirais, la sécurité du réseau Bitcoin, il va falloir que des gens migrent vers des nouveaux wallets. Alors, je vous passe son projet QANX, qui est clairement un coin qui, lui, est déjà prévu pour être quantum résistant, etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais là où c'est, parce qu'évidemment, la question quand j'avais envie de lui poser, c'est mais qu'est-ce qui va arriver avec le Bitcoin, quoi, hein? Est-ce que du coup, c'est le Kang, c'est le nouveau Bitcoin? Parce que bon, ça, j'y crois pas une seconde, mais il me dit non. Alors, en gros, si les choses se passent ainsi, il va y avoir, et ça par contre je pense que c'est très vrai, il va y avoir un moment où il va falloir qu'énormément de wallets Bitcoin évoluent vers des wallets donc, qui permettent d'être quantum résistants. D'accord? Mais qu'est-ce que ça va engendrer comme chose? C'est que, comme il l'expliquait, il va y avoir une période pendant laquelle on va dire, OK, tous les anciens wallets sont encore valables, mais arrivera une date limite à laquelle tout ce qui est resté sur des wallets non quantum résistants. Les Satoshi perdus. Exactement. Alors c'était la question. Diminution de la quantité de Bitcoin. Exactement. C'est la question qui va immédiatement sauter à l'esprit. Et là, on est allé le voir après, parce que ça, il ne l'a pas trop abordé. Et je lui ai posé c'est exactement cette question. Et il m'a dit oui, c'est vrai que, en fait, dans sa présentation, c'était très clair. Donc arrivera, si un moment comme ça arrive, en fait, ce serait presque une bonne chose, parce que ça va obliger tous les détenteurs de wallet à réagir. Alors ceux qui ont oublié qu'ils ont des bitcoins à droite à gauche, ils vont les perdre. Et puis alors, le plus grand d'entre eux, c'est effectivement notre wallet de Genesis Block. Que va-t-il se passer avec les 400 000 ou 1 million de bitcoins, je ne sais même plus, qu'il y a dans ces wallets d'origine et qui n'ont jamais bougé? Ça va être très amusant si un jour ça arrive. Voilà, c'était un peu la parenthèse. En tout cas, je vous laisserai regarder ce projet QANX. Du coup, en fait, ce qui fait du bien, c'est que c'est quelque chose dans lequel j'ai investi via la BSC Pad il y a maintenant 1 an et demi. Et vous savez, alors là, par contre, c'est très clair, 80% de ces projets-là, il y en a vraiment plein qui font rien du tout. Ouais. Et pour moi, je sais que c'est perdu. Maintenant, il y en a quelques-uns qui existent. Et puis là, ça fait plaisir de voir, parce que c'est après, en fait, en ayant discuté avec lui, j'ai même quitté le stand en me disant, j'étais avec mon collègue. J'en achetais plus. Non, je me suis dit, je vais en acheter tout simplement. Et là, en allant sur mon wallet, qu'est-ce que je vois dans la liste? Je vois QANX. J'ai dit, putain, j'en ai déjà. Et en fait, le QANX, ça fait plaisir de voir que là, on est sur un projet où le gars, clairement, continue non seulement à le faire vivre, mais à développer son truc et à y croire. Et à intervenir. Voilà. Le projet n'est pas mort du tout. Ok. Voilà. Okay. D'accord. Donc, ok pour ces deux projets qui t'ont spécialement marqué.
Après, Alors, tiens, c'est j'ai eu d'autres. intéressant, là, tu viens de le dire pour QANX, tu t'es dit, ok, je vais en acheter. Est-ce qu'il y a d'autres projets où tu t'es dit, ou du coup, suite à ces événements, tu as acheté de leurs tokens ou tu as investi dans certains trucs? Pour l'instant, j'ai rien fait. Hein. Pour l'instant, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ouais, QANX. J'ai vu les gars de Encore Protocol. Ah oui, Encore d'accord, Protocol, ce fameux 19%. ouais, il se trouve que moi, je l'ai fait avant de partir à Dubaï. J'ai mis dessus. D'accord. Donc, je suis allé sur la Terra. Mhm, Je n'avais jamais fait. J'ai ouvert un wallet, comment il l'appelle, Terra Station. mhm. J'ai mis des UST dessus, qui sont leur coin, qui maintenant est backé à 40% par le Bitcoin. Vous avez tous suivi ça, j'imagine. Absolument pas. Moi, j'en avais effectivement placé sur Encore Protocol et j'avais tout retiré il y a de ça un mois et demi, Ok. un mois et demi, 2 mois. Je me souviens plus exactement quoi. Donc, j'ai plus rien Alors, du tout dessus. alors la bonne nouvelle de Terra, c'est qu'ils avaient un système jusqu'à il y a un mois qui était que c'était backé par le Luna. Ok. Mhm. Donc, le Terra stablecoin, qui est donc l'UST, était backé par des Luna qu'ils brûlaient à chaque fois que quelqu'un C'est un prenait. stablecoin algorithmique au même sens que le DAI en fait. Voilà, sauf que le DAI, il y a quand même l'Ether derrière. Oui. Voilà. Alors que là, on a un truc qui est quand même est un peu en circuit fermé. Ouais. Le Luna, tu vois, il y a un moment donné, Mhm. on pouvait quand même se poser des questions sur la solidité du projet. Bon, comme il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées là-dessus, si j'ai bien lu et je crois que j'ai bien compris, depuis un mois, ils ont annoncé qu'ils allaient remplacer le Luna par le Bitcoin. Alors là, ça a deux Pas bon pour conséquences. le Luna, ça. Alors, Peut-être, je sais pas, j'ai pas suivi les remplacer temps, mais- totalement, peut-être pas. Là, pour l'instant, ils sont à 40%. Mais alors, ça a deux conséquences majeures. La première, c'est de rendre le projet quand même plus solide, parce que là, du coup, vous avez un stablecoin qui est backé par le Bitcoin. D'accord. Mm. Et puis, la deuxième conséquence, c'est qu'évidemment, ça peut expliquer d'ailleurs la hausse récente du Bitcoin, puisqu'ils ont dû en acheter pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. D'accord. Ok. Donc ça aussi, ça fait partie du truc. Maintenant, il y a la troisième conséquence que moi j'aime beaucoup, c'est que le Bitcoin, vous savez, le Bitcoin qui a eu qui a ce rôle, qui a eu ce rôle de monnaie d'échange. Bon, ça a disparu il y a plusieurs années quand on a compris que c'est pas avec ça qu'on allait faire, sauf évidemment à partir dans du layer 2 comme du Ah, monnaie Lightning. d'échange. Enfin, échange, oui, mais c'est enfin, pour des sommes minimum conséquentes, quoi. Sauf effectivement du layer 2. Alors, ensuite, on est parti sur réserve de valeur. Mm. Très clairement, ce narratif-là, il n'est pas mort, loin de là. On est sur un équivalent de Et l'or, protection, inflation. or digital, etc. Protection, inflation, réserve de valeur, disons-le comme ça. Le troisième narratif que j'aime beaucoup et que je conseillerais d'ailleurs pour ceux qui parlent anglais, pareil, je te mettrai le lien, c'est un podcast où intervient Jack Mallers. Pour ceux qui connaissent, tu vois qui c'est Jack Mallers? Non. Le créateur de Strike. Strike, hein, pas Strike, Ok. Strike. Strike est une solution justement de Lightning Network pour cette fois-ci faire du Bitcoin un vrai remittance. Alors en anglais, remittance, qui en français signifie, c'est difficile à traduire, c'est en fait le, le véhicule qui permet la transmission très rapide D'accord. des Des bitcoins? pas des bitcoins justement, de n'importe quoi. De n'importe quoi. De n'importe quoi. C'est-à-dire que le bitcoin comme réseau Oui. bat, en fait, et c'est là la beauté de ce podcast avec Jack Mallers, qui est un jeune CEO de Strike, il n'a même pas 30 ans. Il est incroyable, réellement. Et il raconte dans son podcast comment il a eu des interviews. Il est en contact avec des gens du FMI qui sont venus le voir pour comprendre comment fonctionnait le Lightning Network. Ok. Et qui, en fait, son interlocuteur au FMI se rend compte qu'en fait, tout leur système bancaire traditionnel est mort. Et cette fois-ci, et la conclusion, c'est que vous n'aimiez pas le Bitcoin comme instrument de valeur, pas de problème. Mais utilisez-le pour ce qu'il est, c'est-à-dire un système de réseau qui permet l'échange hyper rapide de valeurs, bien mieux que tous les réseaux traditionnels bancaires, que le SWIFT, que tout ce que tu veux, où on se retrouve toujours avec 2 jours de délai, où il y a beaucoup de frais qui sont induits, et où le Bitcoin peut permettre ça, notamment le Lightning Network. Certes. Après, là-dessus, on a de la concurrence maintenant sur uniquement cet élément. Exact. Notamment moi qui hodl du XRP. Ouais. Alors XRP, oui. XRP, c'est un peu le rôle du XRP. Mm. Et maintenant, on a alors tu vois, c'est là où le Bitcoin peut quasiment satisfaire à tout. Et le pari de Strike et de Jack Mallers, c'est que ça va être le Bitcoin. Okay. Et le quatrième rôle, finalement, que
met en lumière Terra Luna, c'est que le Bitcoin peut être je dirais l'actif ultime qui peut baquer et qui peut donc être qui peut baquer quasiment énormément de valeur. C'est-à-dire que vous avez un collatéral, le Bitcoin, qui permet, vous voyez, de créer des stablecoins, qui vous permet à vous, en tant qu'individu, de faire des emprunts, parce que vous avez un collatéral solide qui est le Bitcoin. Et ce rôle du Bitcoin, bon, évidemment, il est lié à son rôle de réserve de valeur, mais le rôle finalement comme collatéral ultime d'énormément d'opérations financières, c'est un rôle qui lui aussi est quand même très très intéressant et finalement que met en lumière très très bien Terra Luna avec le fait de les baquer maintenant à 40%. Je sais qu'ils ont baqué leur Terra pardon, avec 40% de Bitcoin en réserve. D'ailleurs, il me semble que c'est l'USDT aussi qui a du Bitcoin pour baquer la valeur. L'USDT, on ne sait toujours pas très très clairement ce qu'il y a derrière. Enfin, je crois qu'ils ont publié des choses. Il y a même des obligations chinoises, oui. Il y a un peu de tout. Enfin, pour ma part, l'USDT, j'en ai plus. Je suis que sur BUSD, USDC maintenant. Mais et même de la crypto, quoi. Ils ont baqué la valeur de l'USDT aussi, notamment par. De toute façon, je me dis toujours, USDT, on entend beaucoup de vilaines choses sur eux. Je suis étonné de voir, enfin, ça m'étonnerait qu'ils soient encore autant leader si vraiment c'était aussi mauvais. Mais, parce alors attention à ça, hein, parce que moi je pense à des projets, ça avait fait... le nom de la startup m'échappe. Et j'ai lu le bouquin à propos de ça. C'est une startup qui était dans l'analyse de sang. Et ça a duré, mais genre 12 ans, où tout le monde pensait que ça tenait la route, etc. Et que c'était du mensonge de bout en bout depuis le début, quoi. Ça a explosé et ça a fini par effectivement s'effondrer. Une biotech. Ouais, une biotech, ouais. C'était une femme qui était à la tête du truc. Le nom m'échappe. Mais vous avez un bouquin là-dessus qui est extrêmement intéressant et qui montre aussi les travers de tout ce qui est private equity. Et on peut très bien avoir des choses comme ça où ça tient parce que aussi les gens ont envie de croire. Ils n'ont pas envie de se dire. Oui, on se rappelle voilà, tous. D'ailleurs, je vous le conseille, regardez Madoff parce que vous savez l'histoire de Madoff. Il y a le film sur Netflix qui est très très bon. À voir absolument. À voir absolument. Avec joué par Robert De Niro qui joue Madoff. D'accord. Ouais, grandiose. C'est un truc HBO. Donc bon, USDT, le côté de se dire ah mais ça tient encore donc. C'est vrai. Moi aussi d'ailleurs, quand j'ai mes stablecoins, c'est vrai que BUSD et USDC c'est beaucoup plus safe que. Ça me paraît. Oui, Paxos Gold. Et Paxos Gold. Ouais. Pax, même le Pax. Oui, même le Pax, absolument. Qui est en fin de compte la même chose que BUSD. Voilà, exactement. USDP, il l'appelle maintenant. D'accord, j'ignorais. Ok. Donc voilà, alors maintenant pour vous dire, je terminerai là-dessus. J'ai rencontré évidemment. Alors c'est fabuleux, j'ai oublié de dire ça. J'ai parlé de tout le côté projet, Dubaï, etc. Il y a un truc par contre qui est fabuleux, c'est quand vous faites ça, c'est le réseau. C'est-à-dire le nombre de gens que vous rencontrez, c'est impressionnant. Moi, le nombre de téléphones que j'ai échangés, et là, il y a quand même, rien que pour ça, il y a des moments où on se dit, bon, on paye cher des conférences, c'est vrai que c'est cher. Hein. Je vous dis franchement, la Binance Week, c'était $600 juste pour s'inscrire à des conférences. D'accord. Ils ne se font pas chier quand même. Bon, alors il y a à manger, etc. Mais il y a quand même de la qualité. C'est une journée, c'est plus? Non, c'est 3 jours. C'est 3 jours. Ouais. Non, il y a beaucoup d'organisations, grosse organisation, bien sûr. Mais au final, bon, $600, je comprends que pour certains, ça paraît un peu gros. Quoi. Ouais, bien sûr. Après, mais au vu de l'événement, je ne suis pas choqué. Non, l'événement était fabuleux et le networking, ça c'est probablement le côté le plus dingue. Alors vous voyez, moi qui vais aller au Salvador, si tout va bien, la fin du mois prochain, évidemment sur qui je suis tombé là-bas, un Salvadorien. J'ai son numéro, il m'attend. Excellent. Voilà, donc on va arriver là-bas. C'est sûr qu'il va nous faire le tour du Salvador. Hein, lui, c'est sûr et certain. On rencontre des sacrés personnages et évidemment beaucoup de gens liés à leur activité. Donc, et puis, j'ai rencontré un Vénézuélien. Alors, vous voyez, quelqu'un du Venezuela, il faut quand même le faire. Et là, quand il vous explique, un jeune, hein, le gars, il a 35 ans, 30-35 ans, il a ton âge, quoi. Hein, et qui réussit à organiser sa vie du Venezuela avec des liaisons Internet pourries, avec une monnaie qui n'a plus d'existence quasiment, avec un pays qui est complètement en faillite, quoi. Et qui, malgré ça,
il a ses comptes, il a un compte bancaire aux États-Unis, Mm. il a des cryptos, il arrive à voyager, il est venu à Bah, Dubaï. comme nous avec l'Europe, c'est ce qu'on a fait. Ouais, en Europe, alors là, faut être honnête, en Non, Europe, non, j'exagère. je Je crois fais. qu'on n'est pas encore, Pas on n'est encore. pas encore au niveau du Pas encore. Venezuela. Ouais. Non, le gars m'a bluffé. Alors lui, il a une stratégie qui est très simple et ça m'a rappelé moi aussi ce que je faisais il y a 1 an et demi, c'est d'aller sur un site qui s'appelle CoinList. Et lui, il prend tous Ah les oui, projets. oui, oui. Il prend tous les projets sur CoinList, mais ça lui a bien réussi, hein. Ça Ah lui a ouais, bien- ouais, il y a eu des Ouais. beaux. Parce que sur le tas, Mm. c'est un peu la mentalité capital venture, hein. Tu mises sur 100 et puis tu en as un qui fait x 1000. Ouais. Voilà. Donc voilà, il y a maintenant les projets que je vais regarder de près. Unicoin. Unicoin, c'est un projet où là, il s'agit d'investir sur les prochains unicorns, c'est-à-dire les boîtes qui vont être valorisées 1 milliard, mais de créer un coin, c'est-à-dire qu'il va y avoir un coin Unicoin qui en fait donne accès à des boîtes qui seront valorisées 1 milliard un jour. Bon, mais le projet en lui-même, Une espèce de. Alors, parce que oui, j'ai eu une discussion, la deuxième fois, deuxième discussion avec quelqu'un qui justement lançait ce type de fonds d'investissement où c'est tout via la blockchain et ça permet en fait d'investir via un token, voilà, de prendre de ce token et d'investir en fait derrière dans des tokens seed, quoi, en fait, des projets. exactement. Voilà, Donc ce avec, token, alors la beauté d'Unicoin, c'est qu'il donnera une espèce de dividende. C'est-à-dire qu'à D'accord. partir du moment où on a Unicoin, on est vraiment investi dans les boîtes. Alors, est-ce que ce sera un security token à voir? J'ai pas encore été. Tout ça, j'ai noté parce que je vais aller commencer à fouiller tout ça. Il y a Ocean Protocol, j'ai vu leur stand très très bien. Ocean Protocol, par contre, ça peut-être vous connaissez, ça existe depuis maintenant pas mal de temps. Et maintenant, ils lancent un cloud qui va être décentralisé. Ça, j'aime beaucoup l'idée. On est tous utilisateurs, je pense, de cloud, Oui. que ce soit Google Drive, que ce soit d'autres, hein. Moi, perso, j'utilise un truc qui s'appelle Mega. Mais c'est pareil, hein, vous Méga êtes. de méga upload. Ouais, exactement. C'est mega.nz. Le gars, je l'aime bien, et puis finalement, ils offrent un bon deal. Le problème des clouds, c'est toujours le même, hein, c'est que vous avez tout de façon centralisée sur un serveur quelque part. Donc, c'est pas votre disque dur à vous, c'est chez quelqu'un d'autre, mais quelque chose de décentralisé me semble être quelque chose d'assez intéressant. Donc, Ocean Protocol sont déjà sur ce sujet. Et le dernier truc dont je vais vous parler, c'est un YouTube décentralisé qui s'appelle theta.tv. Theta. Ah oui, le Theta. .tv. T'en as entendu parler, ça? Ah oui, le Theta, j'ai fait une belle plus-value sur le Theta en Ok. 2021. Ok, Ouais. voilà. Bon, eux, pareil, ils étaient là. Mais c'est toujours la même histoire. Un vrai YouTube décentralisé me semble aujourd'hui. Enfin, il y a. Et Odyssey, Ouais, je t'en ai Odyssey, parlé, j'utilise. Ah, bah, Moi, tu toutes sais, mes vidéos, tu l'as mis en place. je les duplique sur Odyssey Ok, automatiquement. ouais, bah, pareil. Ouais. J'essaie de le faire, hein, parce que le jour où YouTube te coupe, parce Ah, qu'on a c'est prononcé clair. le mot interdit, Oui, hop, ouais, on est sur Odyssey. c'est ça. Donc, mais Odyssey, pareil, je ne sais pas très bien de quelle façon ils sont décentralisés. C'est ça que Je n'ai pas creusé le truc. Ouais. Très sincèrement, moi, je me suis dit, ok, c'est simple à mettre en place, ça duplique automatiquement, ça fait un autre truc, ça fait du backup. Ouais. Et en plus de ça, ça développe une audience sur un autre réseau. Bon. Voilà pour Ok. ma semaine à Dubaï. Et est-ce que tu as une impression qu'il y avait plus de monde qu'avant Rempli. Rempli. Beaucoup plus qu'en octobre. Ok. Alors, pas au niveau crypto. Autant au niveau crypto, en octobre, ça foisonnait, il y avait du monde. Mais dans Dubaï même, Oui. non, c'était beaucoup plus calme. Là, même trouver un hôtel, heureusement, j'ai un copain qui bosse dans l'hôtellerie là-bas, qui nous a trouvé des chambres. Je vous dis honnêtement, c'était chaud patate, hein. Ok. C'est rempli. Rempli. Il faut s'y prendre à l'avance si on veut y aller. Ouais. Bon, ça va être le cri de la fin, puisque ma fille est réveillée et qu'elle s'est mise à pleurer. Merci beaucoup, Dimitri. Bah, pas de quoi. Et puis, à très vite À pour très vite. d'autres sujets. À On très va vite. faire ça régulièrement. Donc, Ouais. salut, bonne journée à tous. Et puis, n'hésitez pas à aller, je mettrai en lien la chaîne de Dimitri. Puis, mettez des commentaires. Il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo qui y sont allés et qui ont des retours d'expérience aussi différents ou complémentaires à nous faire. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie et à bientôt. À Salut! bientôt. Bye bye.